La décroissance, c'est urgent si on veut éviter l'effondrement écologique. Les politiques environnementales qu'on a mises en œuvre depuis les 20-30 dernières années n'aboutissent pas à des résultats probants. On n'arrive pas à ralentir la pression qu'on met sur la planète. Produire toujours plus de marchandises, ça suppose d'épuiser les ressources naturelles dont on dispose. Ça suppose aussi de générer toujours plus de déchets. Et ça se traduit au bout du compte par tout simplement la disparition de nos conditions même d'existence. Les rapports sociaux qu'on a transforment systématiquement tous les gains de productivité en plus d'emplois. On pourrait changer cette logique-là. On pourrait prendre une nouvelle voie qui serait de dire, à mesure qu'on devient plus productif, on diminue le temps de travail, puis on pourrait même aller plus loin, être un peu plus, je dirais, radical, et se dire qu'on va faire de la décroissance du temps de travail un objectif de société. Il faut trouver des moyens de mettre des contraintes sur les entreprises. Par exemple, il y a tout le problème de l'obsolescence programmée. On fait exprès, dans la production des produits, de réduire la durée de leur vie pour inciter au remplacement. Il faut trouver des moyens de limiter ce gaspillage-là et, si possible, d'en mettre fin. Je pense qu'il y a quand même un objectif qui est essentiel, on pourrait le dire de manière brutale, celui d'abolir l'entreprise, ou en tout cas de marginaliser la position de l'entreprise dans nos sociétés. Il faut réaliser, et on ne le fait pas assez en fait, que nos sociétés, en fait, dans une large mesure, elles sont construites par et pour l'entreprise aujourd'hui. Dans le modèle de 40 heures, ou même de 45 heures, ou de 50 heures, dans le modèle de l'hyper-emploi, qu'est-ce qui arrive à la journée de cette personne-là? On commence à manger le temps qu'on pourrait consacrer à produire nos repas, à entretenir notre maison, à socialiser nos enfants. Tout ce temps d'activité-là disparaît et on doit se procurer sur le marché ce temps d'activité-là. Ça engendre la croissance économique, ça crée de l'emploi en quelque part, mais en même temps, c'est très énergivore comme façon de répondre à des besoins quotidiens. On pourrait voir des moyens pour freiner cette tendance. Il y a eu une loi en France, et vraiment c'est une précédente très intéressante, c'est arrivé nulle part ailleurs, qui dit que si une entreprise réduit de façon délibérée le vie de leurs produits, ils peuvent être sujets à des amendes qui vont jusqu'à 300 000 €. Et ils peuvent même aller en prison. Cette institution, elle pose un certain nombre de problèmes. C'est une machine, on pourrait l'appeler une machine, qui produit des marchandises, toujours plus de marchandises pour accumuler de l'argent. Et produire toujours plus de marchandises, ça suppose d'aller puiser toujours plus dans nos ressources naturelles. Une diminution du temps d'emploi, toutes sortes de choses découlent de ça. Moins de transport de personnes, moins de pression à produire des produits et services, donc à occuper le monde qui ont des emplois. On a beaucoup tendance à culpabiliser les consommateurs, à les inciter à faire plus. Le pouvoir du consommateur, je pense, est parfois exagéré. S'il faut trouver une organisation qui pourrait être au centre de nos sociétés, il me semble que la plus intéressante actuellement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les communs, des collectifs humains qui tentent de prendre en charge par eux-mêmes, pour eux-mêmes, la satisfaction d'un certain nombre de besoins. Se nourrir, ça peut être se loger, ça peut être s'éduquer, mais il y a d'emblée une limite qui est celle de la satisfaction de nos besoins, en contradiction totale avec cette logique d'accumulation qui est au cœur de l'entreprise. On pourrait dire qu'en diminuant le temps d'emploi, on libère un temps d'activité productive qui n'est pas un temps de loisir. Donc le temps qu'on gagne change de sens. C'est plus un temps de repos, c'est plus nécessairement juste un temps de divertissement, ça devient une autre façon d'être productif pour la société et pour soi-même. Dans un contexte où il y a, et ça c'est peut-être le nœud de l'affaire, où il n'y a pas une contrainte à produire plus, à produire beaucoup, à faire vite. On a tendance à croire que la solution à la surproduction et la surconsommation, c'est de recycler. Mais il y a de grandes limites au recyclage. On ne peut pas recycler à l'infini. Les communs se multiplient un peu partout, et notamment à Montréal. Il y a le fameux bâtiment 7, où là, il y a plusieurs communs. Mais ce commun, on peut le voir aussi comme finalement une collectivité, celle de Pointe-Saint-Charles, qui tente justement de satisfaire un certain nombre de ses besoins. Une belle réussite à mes yeux qui est la remise, donc une bibliothèque d'outils. Donc là, on a quelque chose d'intéressant sur le plan, notamment sur le plan écologique. On sait que la plupart de nos outils ne servent pratiquement jamais, en fait. Il faut envisager une société où il y a moins de revenus monétaires. Ça peut être d'un côté épeurant, ça veut dire que là, je vais être plus insécure sur le plan financier, ou de l'autre côté, on peut se dire, moins de revenus veut dire moins de richesses qui circulent par la monnaie et plus de richesses, c'est-à-dire de biens et de services, qui circulent par d'autres instruments.
par l'entraide, peut-être par l'échange de temps. Idéalement, on vivra dans une société où on produit pour les besoins et non pas pour les profits. C'est ça l'idéal, c'est vraiment de combler les besoins et de reconnaître que les besoins non plus ne sont pas infinis. Si on tient à ce que l'espèce humaine puisse continuer à exister, si on pense qu'elle vaut la peine de continuer à exister, je pense que là, il n'y a pas trop de doute, il faut interrompre cette dynamique.